Bonjour Laure. Bonjour André. Alors Laure Varidel, ton CV est tellement long, mais il faut quand même en lire un petit bout. Militante altermondialiste, pionnière du commerce équitable, auteur primé des livres phares Une cause café, Acheter c'est voter et L'envers de l'assiette, chroniqueuse dans de nombreux grands médias, cofondatrice et ancienne présidente et porte-parole d'Équiterre, membre de l'Ordre du Canada et du Québec quand même, chevalière de l'Ordre de la Pléiade de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, docteur en anthropologie et sociologie du développement durable et solidaire, professeur et chercheur à l'UQAM et à l'Université de Montréal, et maintenant conseillère en environnement et justice sociale. Oui, pour un cabinet d'avocats, TJL. Dont on va parler tantôt. Alors dis-moi, après toutes ces années, revenons un peu en arrière pour me dire qu'est-ce qui t'a inspiré dans ta jeunesse? Est-ce qu'il y a eu un événement marquant? La grande question. Je dirais pas qu'il y a eu un événement marquant, mais une succession de rencontres, d'expériences aussi, comme enfant, puis après comme adolescente, puis comme citoyenne adulte, qui m'ont toujours donné envie d'aller plus loin dans l'action, puis de transformer, si on veut, une certaine colère et tristesse que je ressentais à l'égard de ce que j'observais dans la société autour de moi, transformer ces sentiments-là en quelque chose de positif. C'est un peu un exercice de santé mentale aussi que de m'engager. J'ai eu l'occasion d'avoir des parents très aimants, des frères et sœurs, un frère et trois sœurs aussi plus vieux que moi qui m'ont beaucoup appris. J'ai grandi à la campagne sur une ferme où j'étais en contact constant avec la nature, les interactions entre des humains qui cherchent à répondre à leurs besoins et des milieux plus naturels qui sont transformés. Ma mère avait un immense potager. J'ai toujours eu des animaux, donc cette relation-là, je l'ai développée assez tôt. Il y a L'homme qui plantait des arbres, que j'ai écouté assez jeune, qui m'avait vraiment beaucoup touchée, impressionnée. Fait que je dirais que c'est des rencontres et puis des expériences de vie comme ça. Et la colère, la tristesse par rapport face à quelle problématique? Face aux injustices, face à la destruction de l'environnement, je me rappelle d'avoir vu un petit boisan, en fait c'est une terre en friche où j'allais jouer petite, qui à un moment donné a été complètement bulldozée. Quand je me rappelle, il y avait plein de petits animaux qui étaient là, puis il y avait un gros arbre où j'allais grimper, donc ça m'avait fâchée. Ensuite de ça, je pense à mon père qui à un moment donné avait... mes parents n'avaient pas beaucoup de sous, puis à un moment donné, il avait signé un contrat de ferme avec, je pense que c'était Cargill ou une autre grande compagnie céréalière. Et là, il avait, les contrats de ferme, en fait, les contrats d'achat étaient signés plusieurs mois à l'avance, donc bien avant qu'on sache à quoi ressemblerait la récolte. Et le prix était fixé d'avance. Donc, ces compagnies-là avaient accès à des technologies qui leur permettaient d'anticiper davantage la météo et ce qui se passait. Donc, mon père avait l'impression que c'était un bon prix, il avait signé le contrat. Et ensuite de ça, il s'était ramassé à même pas avoir suffisamment de grains pour le vendre à ce prix. Il avait dû acheter un prix plus élevé du grain pour honorer son engagement avec la compagnie. Je me rappelle, ça avait été vraiment difficile pour mes parents à ce moment-là, mais mon père avait respecté sa parole, puis ça m'avait choqué ce genre de situation. Donc les combats de David contre Goliath, j'ai toujours l'impression qu'ils étaient nécessaires si on voulait changer les choses. Tu l'as vécu cette insécurité-là dans ta propre famille. Ouais. Donc il y a beaucoup de gens dans les pays en développement qui en bénéficient aujourd'hui. Ouais. C'était la cause café, comment est-ce que c'est venu? Alors, mon travail sur le commerce équitable, une cause café. À ce moment-là, j'étais en train de terminer mon bac à l'Université McGill. J'ai étudié en sociologie et études du développement international. ESEED, qui est devenu Équiterre par la suite, venait tout juste d'être créé. En fait, ça faisait peut-être 2 ans. On était une gang de bénévoles et d'amis qui s'impliquaient et qui voulaient changer le monde. Mais à ce moment-là, on n'avait vraiment pas beaucoup de ressources. On était tous étudiants.
Et j'avais envie de faire un dernier projet de recherche qui serait utile, où je pourrais après ça utiliser les données pour contribuer à mon implication à Équiterre. À ce moment-là, on travaillait déjà sur les questions alimentaires. On avait publié la version française de Hungry for Justice qu'on avait traduit par Justice sans fin, FAIN. Et on l'avait publié, tout ça, puis je me disais, mais dans ce livre-là, on parlait du commerce équitable. Je connaissais le commerce équitable de la Suisse aussi parce que je suis née là-bas, j'ai de la famille, j'y retournais régulièrement, puis je voyais bien que dans les épiceries là-bas, ils avaient des étalages entiers de produits équitables. Au Québec, c'est inexistant au début des Alors années 90. que, non, à ce moment-là, il y avait à peu près rien. En fait, il y avait une librairie dans une église, puis un groupe étudiant qui en vendait à l'occasion. C'est du café équitable qui venait de 10 000 villages à Ottawa. Fait que c'était vraiment très, très limité. Fait que je me suis dit, mais déjà, je me demandais, est-ce que le commerce équitable fait vraiment une différence? C'est encore quelque chose pour donner bonne conscience aux consommateurs et consommatrices. Je me suis dit, ben, rien de mieux que d'aller voir sur le terrain. Puis là, dans notre petit groupe, j'avais un ami, en fait, qui était photographe, Éric Saint-Pierre, et qui, lui, cherchait un terrain où aller faire de la photo pour faire en sorte que ces photos soient utilisées. Puis il était déjà impliqué avec nous. Fait que quand il m'a dit ça, ben, je me suis dit, ben, moi, je pourrais jumeler mon désir de recherche et puis lui, ses photos. Donc, on a fait des démarches auprès d'une coopérative de café au Mexique, au Siri, qui est dans l'état de Oaxaca, dans la région de l'Isthme, donc la plus étroite du Mexique. On les a contactés, on leur a demandé si on pouvait venir passer un mois, 6 semaines dans la communauté pour vraiment bien comprendre ce qui se passait. Puis ils ont accepté en mettant leurs conditions, ce qu'on a trouvé génial aussi, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on sache bien l'espagnol avant d'arriver et qu'on s'engage à restituer ce qu'on avait trouvé comme recherche, des photos et tout ça, et qu'on reste un temps suffisant, parce que souvent, ils avaient des journalistes, des gens qui venaient, qui restaient un petit peu, qui prenaient quelques images, qui partaient et qui disaient n'importe quoi, qui n'avaient pas eu le temps vraiment de bien comprendre ce qui se passait dans la coopérative. Donc, on a fait ça, puis on a été tous les deux vraiment très, très impressionnés et par l'engagement des familles productrices de café, tout le travail nécessaire à la production du café aussi, et comment le café finalement était juste un morceau de leur vie économique et alimentaire, parce qu'ils cultivaient beaucoup surtout le maïs, les ferments, tout ça. Mais c'était d'être sur le terrain, de pouvoir vivre dans cette coopérative-là, de dormir dans les familles, donc dans les mêmes conditions que les gens vivaient là-bas, qui m'ont vraiment beaucoup ouvert les yeux sur une toute autre réalité. Je suis allée laver mon linge à la rivière avec les femmes, je me levais le matin pour faire les tortillas, donc je me suis vraiment imprégnée de cette réalité-là. C'est, je pense, qui m'a donné un élan au retour pour partager leur histoire et puis dire qu'ici, on pouvait changer des choses qui avaient un impact là-bas, parce qu'ils nous l'ont bien dit, parce qu'à mon élan, j'ai presque envie de déménager au Mexique pour toujours. Vous savez, c'est pas ici que tu peux nous être utile, tu peux nous être plus utile à influencer les consommateurs dans les pays du Nord et puis au Québec, au Canada. Donc, quand on est revenu, on a fait une grande campagne de sensibilisation et d'action. Oxfam nous a donné des sous, nous ont permis de développer une trousse pédagogique. On a fait une bande dessinée, on a fait des petites fiches d'information et d'action qui facilitaient le travail de groupes de jeunes un petit peu partout à travers le Québec. Donc, on a vraiment réussi à créer un effet boule de neige. C'est dans ce contexte-là que j'ai écrit mon premier livre, Une pause café, tellement une longue histoire, qui a servi si on veut, vraiment donner un élan au commerce équitable au Québec. Puis ce qui a été génial aussi, c'est que au départ, ce livre-là devait juste être comme publié puis utilisé par nous dans nos réseaux. Mais quand j'avais fini de le rédiger, je suis allée donner un coup de main à une amie qui déménageait, mais j'ai rencontré Michel Brûlé des éditions Les Intouchables,
qui m'a demandé ce que je faisais, tout ça, là, on retourne en 95 à ce moment-là. Et là, je lui ai parlé du livre, il m'a demandé de voir le manuscrit, et le lendemain, il m'a rappelé, il m'a dit, écoute, je veux publier ce livre-là. Donc, son implication a fait en sorte que le livre s'est retrouvé diffusé dans les grandes librairies partout à travers le Québec, et que lui a fait un travail médiatique qui a fait en sorte qu'on s'est retrouvé sur des grandes tribunes à Radio-Canada, au Devoir, à la presse et tout ça. Et là, tout d'un coup, ça a vraiment généré un engouement qui a dépassé de loin ce à quoi on s'attendait. Il faut se mettre dans le contexte que moi, je finissais mon bac, j'ai commencé un certificat en com à l'UQAM à ce moment-là, mais on était tous des étudiants qui avaient finalement très peu de moyens. Et quel genre d'impact est-ce que ça a eu? Je me souviens d'un certain critique au Devoir autour de 2002 qui nommait l'inoffensive, avec pleine de bonnes intentions et tout ça, mais que ça ne changeait pas grand-chose au marché de l'alimentation, en fait. Le commerce équitable, c'est marginal. En fait, cette critique-là de Jean-François Nadeau est venue beaucoup plus tard, en fait, alors que j'avais terminé ma maîtrise en environnement à l'Université Victoria, et que j'étais retournée dans les plantations de café au Mexique. Je suis allée aussi faire un tour au Guatemala, donc c'était non seulement ce que je partageais dans ce livre-là, ça allait même beaucoup plus que le travail qui avait été fait après, avant plutôt avec une pause café. Et en fait, on sentait bien en disant, veux-tu recommencer la question? Alors, ça va. Excuse-moi, j'ai oublié, je ne suis pas fixée à ça. Ah, OK. Donc, en fait, on sentait bien en lisant l'article que le journaliste ne maîtrisait pas du tout le sujet, qu'il n'était jamais allé dans une plantation de café pour voir quel était l'impact et la différence entre une production comment est-ce que la vie de ces conventionnelle. gens-là a changé? Tu as vu avant et après les Oui, conditions de vie? absolument. J'ai vu la différence dans les grandes plantations aussi, où les travailleurs sont des ouvriers saisonniers, et les communautés qui, elles, bénéficient d'un prix plus élevé pour le café. C'est sûr que ça ne devient pas des communautés riches du jour au lendemain. C'est très complexe, les enjeux de développement. Il faut savoir que les producteurs de café aussi, dans les coopératives, c'est juste une partie de leur activité. Certains vont avoir 1 ou 2 hectares, d'autres vont avoir un demi-hectare de café. Tu ne peux pas penser vivre toute l'année avec aussi peu de production que ça, même si le café est vendu à un très bon prix. Et cette réalité-là, je pense qu'il l'ignorait complètement. C'est le risque toujours, hein, quand il y a des critiques. Ceci dit, c'est vrai que le commerce équitable, c'est pas la solution unique. Il n'y a pas une solution unique à aucun problème environnemental et social. C'est toujours un ensemble d'actions qui doivent être prises à petite et à grande échelle. Ça prend des gestes individuels comme ça prend des gestes collectifs, c'est évident. Puis, trop souvent, j'ai l'impression que c'est comme si on attendait le grand soir, le dirigeant politique ou le leader qui tout d'un coup va réussir à tout changer tout seul, mais dans l'histoire des mouvements sociaux, des changements sociaux, ça ne s'est jamais passé comme ça. Ça a toujours été des groupes de personnes qui se sont organisées, des gestes qui ont été posés, certains grandioses sur la place publique, mais souvent, ce qui a fait la différence, c'est plein de petits gestes que les gens posaient qui se sont multipliés, qui ont fait en sorte que les paradigmes ont changé et qu'on en est venu à des transformations politiques beaucoup plus importantes. Qu'on regarde le mouvement des droits civiques aux États-Unis, qu'on regarde la lutte contre l'apartheid en Afrique du Sud, qu'on regarde le droit des femmes partout à travers le monde. Maintenant, tout ce qui se passe avec les rapports entre hommes et femmes et puis les tensions sexuelles qu'il peut y avoir, tout ça change parce qu'il y a des gens qui se mobilisent, puis c'est la cumulation de tout ça qui fait en sorte qu'à un moment donné, la législation change aussi, les systèmes changent. Et en ce moment, c'est vrai qu'au niveau commercial, il y a des grands changements à voir si on va avoir un commerce équitable global. On ne va pas dans cette direction-là parce qu'on est dans une économie de marché qui
tend à externaliser les coûts environnementaux et sociaux, hein, parce qu'on veut toujours payer le moins cher possible. Payer le moins cher possible, ça veut dire quoi dans l'économie de marché? Ça veut dire payer les travailleurs le moins cher possible, ça veut dire payer les ressources naturelles le moins cher possible. Fait que dans une telle situation, c'est sûr que c'est une course vers l'avant. Il faut transformer ces mécanismes-là et il faut réglementer. Mais les réglementations ne viennent pas s'il n'y a pas d'abord des citoyens qui sont informés, qui comprennent les problèmes et qui sont prêts à voter pour des gens qui ont le courage et l'audace de changer les choses. Et c'est de plus en plus difficile dans une économie qui est mondialisée, mais il faut commencer quelque part. Comment rester motivé? On voit souvent des mauvaises nouvelles, mais parle-nous un peu, parce que l'humain a besoin de mesurer les progrès, savoir qu'est-ce que le Québec a contribué justement à ce niveau-là, au niveau du commerce équitable, par exemple. Sur le plan du commerce équitable, on a fait une grande différence. Même le début de notre campagne, Juste Café, on avait tout traduit en anglais et les acteurs du commerce équitable aux États-Unis ont utilisé ça aussi énormément. Au Canada anglais, beaucoup de groupes en Colombie-Britannique, en Ontario et autres. Plus globalement, on a contribué à faire augmenter les ventes de produits équitables de manière importante aussi. Je n'ai pas les chiffres avec moi, mais quand on a commencé, c'est ça, il y avait 1 ou 2 points de vente de café équitable. Maintenant, il y a plusieurs torréfacteurs. Vanout s'est engagé, qui était le gros joueur. Et là, on avait l'enjeu ça faisait partie de notre stratégie dans les universités et dans les bureaux où eux venaient avec l'équipement. Mais à partir du moment où ils avaient l'équipement, ils avaient le café équitable. C'est des gros volumes de café équitable qui ont pu être achetés aujourd'hui. C'est un des grands joueurs. Puis il y a des cafés Rico qui a été le premier torréfacteur équitable. La Rimouski, la brûlerie d'ici aussi a été une des premières à aller chercher du café vert au Nouveau-Brunswick pour en torréfier, distribuer autour. Fait, tout ça, c'est le fruit de l'implication de plein de gens qui sont dit moi, je peux faire une différence. Fait que je pense que cet engagement-là qu'on peut tous faire à notre échelle, on sait tous qu'il y a des choses qu'on peut faire. Même moi qui suis engagée là-dedans depuis, enfin je suis impliquée depuis les jours secondaires, j'ai commencé à m'impliquer, mais je sais que je pourrais même en faire plus que je fais maintenant, je n'arrive pas à tout faire parce qu'à un moment donné, on est limité dans le temps, mais je pense que c'est ensemble. Si chacun fait ce qu'il peut, puis après ça, le plus possible, qu'à un moment donné, les structures vont se transformer, puis ça va devenir la norme plutôt que... Je te dirais, au Québec, moi je dis souvent qu'on n'est pas toujours les premiers, mais quand on se met une idée dans la tête, on y va à fond. Parle-moi de ton dernier projet, mais la lettre était dans le devoir, sur les communs. Oui, en fait, on est un petit groupe de chercheurs et d'acteurs terrain qui réfléchissons à la notion des communs, qui est cette approche de gouvernance, on peut dire, par rapport aux ressources qui vise à... en fait, l'objectif ultime, c'est de gérer d'une manière plus équitable et plus pérenne les ressources et de sortir du dogme soit propriété privée ou propriété publique, c'est-à-dire gouvernementale. Voir comment est-ce qu'on peut gérer collectivement des espaces pour en assurer justement une meilleure utilisation. Des exemples de communs, il y en a à plusieurs égards. Même à Montréal. À Montréal, où on peut penser aux ruelles vertes, par exemple. Donc, les ruelles, même si elles sont propriété de la ville de Montréal, il y a des groupes de citoyens qui s'organisent pour les aménager différemment, en les verdissant, en créant des zones de jeux, d'échanges, même d'agriculture dans certains cas, parce qu'il y a certains projets d'agriculture urbaine dans certaines ruelles. Même de géothermie. De géothermie, c'est le cas de Solon, par exemple, qui a ce projet-là dans le quartier Rosemont, voir comment est-ce que les citoyens peuvent se mettre ensemble pour récupérer la chaleur sous la ruelle et la redistribuer grâce à la géothermie. Wikipédia, c'est un exemple de commun numérique où chacun contribue à enrichir
les connaissances collectives. On peut penser à, en fait, dans le secteur de l'économie sociale, il y a plusieurs exemples de communs où des gens, par exemple, je pense à Entremise qui vont voir comment est-ce qu'un local, en fait, plus qu'un local, un bâtiment qui est de propriété publique peut être temporairement mis au profit d'organisations de tout genre. Voilà, donc l'idée, c'est de voir comment est-ce qu'on peut gérer ça avec des petits groupes de gens qui sont impliqués généralement dans ce lieu-là, pour prendre des décisions qui soient plus éclairées. Puis il y a même, dans le fond, il y a quelques années, Léonore Ostrom qui a gagné le prix Nobel d'économie pour son travail sur les communs où finalement, elle venait démontrer que l'espèce d'idée que pour qu'un territoire soit bien géré, il fallait qu'il soit privatisé, à ce qu'on a entendu beaucoup, puis on faisait beaucoup référence à un article qui avait été écrit qui s'appelait The Tragedy of the Commons, où on disait, si on laisse un espace à lui-même, ça va devenir, il va être surutilisé, surexploité, puis finalement, ça va être dramatique sur le plan environnemental. Elle démontre que non, en fait, le meilleur moyen de bien occuper un territoire, l'utiliser de manière pérenne et équitable, c'est d'avoir un groupe d'utilisateurs qui prennent des décisions de manière démocratique. Donc, c'est pas seulement une personne qui va, dans certains cas, utiliser toutes les ressources et partir après. Ce qui se passe beaucoup dans le secteur minier au Québec, par exemple, on a 700 sites miniers qui ont été utilisés en terre publique, donc sur notre terre à tous, et qui sont maintenant contaminés et pour lesquels nous, comme citoyens, on devrait avoir à payer les frais. Donc ça, c'est les limites du système économique qui recherchent le profit à tout prix. Oui, donc à cet égard-là, on est très mal organisé au Québec encore maintenant. Il y a plusieurs mines, je pense à Malartic en fait, qui a des impacts environnementaux et sociaux très, très importants et pour lesquels il y a à peu près pas de redevances qui retournent au collectif, alors que c'est des milliards de dollars en or qui sont extraits de la mine de Malartic. C'est vraiment honteux. Ça me fait penser tantôt avec Steven, on discutait que si l'industrie n'a pas de fusil sur la tempe, menace de réglementation, voire de nationalisation, il y a peu d'incitatifs pour la faire bouger. Oui, bien, les entreprises, en fait, sont organisées pour répondre à leurs fonctions. Hein. S'il n'y a pas une réglementation qui les oblige ou si le marché n'envoie pas un signal très clair que s'ils continuent dans ce secteur-là, ils vont perdre de l'argent, ils ne le font pas. Donc, c'est là qu'on a tous un rôle à jouer comme consommateurs, comme investisseurs et comme citoyens qui mettons au pouvoir des gouvernements qui ont la responsabilité de légiférer pour protéger le bien commun. Et à bien des égards, plusieurs gouvernements ont un peu lâché prise sous le poids des lobbies et puis aussi des structures internationales qui donnent préséance au droit de générer des profits sur le droit à un environnement sain, par exemple. Parle-moi un peu de ton implication juridique, justement. C'est dans quel domaine? Alors, depuis quelques mois, je suis conseillère en environnement et justice sociale à Trudel Johnston L'Espérance, qui est un cabinet d'avocats spécialisé en recours collectif. Le nom n'est pas très connu, pourtant beaucoup de causes qu'ils défendent sont connues. C'est eux qui, pour le CQDE, ont fait pro bono la défense des belugas à Kakuna et qui ont gagné. C'est eux aussi qui récemment ont gagné un cas en appel pour les citoyens de Sutton qui se sont mobilisés pour des enjeux de zonage et de réglementation qui permettaient des constructions et du développement dans des zones où les écosystèmes étaient fragiles. C'est ce cabinet-là aussi qui, avec d'autres, porte depuis plus de 20 ans la lutte contre
les compagnies de tabac, donc qui poursuivent l'industrie du tabac. On est toujours en attente d'une réponse de la Cour d'appel, parce que l'industrie est évidemment allée en appel, mais ils ont gagné en Cour supérieure. Donc, ils ont gagné contre IBM, donc c'est vraiment des avocats engagés qui n'ont pas peur des combats de David contre Goliath. Puis ils ont un modèle d'affaires que je trouve super intéressant, parce que souvent les gens ne vont pas en justice parce que ça coûte trop cher. Hein? Et c'est vrai que ça coûte très cher les frais d'avocat. Donc, eux, ce qu'ils font avec leur modèle, c'est que les citoyens, dans le cas de recours collectif, n'ont pas à débourser à l'avance quoi que ce soit. Donc, le cabinet est payé seulement s'il gagne. Puis à ce moment-là, ben, ils vont gagner. Les honoraires dépendent. C'est fixé avant, donc ça va généralement autour de 20 ou 25% des sommes. Quand il y a une somme qui est donnée, donc dans le cas de Sutton ou dans le cas des Beluga, c'était du travail 100% pro bono parce qu'il n'y avait pas d'argent à dégager là. Par contre, parfois, ils gagnent des causes qui sont très lucratives et cet argent-là leur permet après d'investir du temps dans des projets qui sont parfois plus risqués ou parfois pour lesquels ils savent très bien qu'il n'y aura pas de compensation financière. Donc, je trouve que c'est vraiment un beau modèle. Même si c'est une entreprise privée, il joue un rôle pour le bien commun qui est social très important. Pour moi, il travaille vraiment pour la justice, comme on devrait travailler pour la justice. Donc, je suis très fière de m'être associée à eux. Tu es mariée au patron du cabinet, oui, un des associés. Ce qui m'a permis de bien connaître de l'interne leur mode de fonctionnement et être complètement en confiance. Mm-hmm. Parle-moi de ton futur livre, un petit mot. Est-ce qu'on a le droit d'avoir un avant-goût? Oui, je peux vous en dire un mot. En fait, c'est ma thèse de doctorat que je suis en train de transformer en un livre qui sera plus accessible et plus intéressant à lire qu'une thèse de doctorat. Ma thèse portait sur l'émergence d'une économie écologique et sociale au Québec. Donc, je me suis promenée à travers tout le territoire et j'ai recueilli les propos. J'avais un questionnaire aussi qui, lui, est allé encore plus largement que les entrevues que j'ai faites. Des centaines et des centaines de personnes ont répondu. Ah oui, ça a été vraiment, je ne m'attendais pas à ce que les gens s'emparent de cet enjeu-là autant, vraiment. Et ça me rassure sur l'envie qu'a la population comme citoyen puis comme membre d'une organisation, d'une entreprise ou même du gouvernement, l'envie de s'engager dans la transition. Donc, j'ai documenté quels étaient les freins, les accélérateurs de changement, tant au sein de grandes entreprises, petites, moyennes aussi, au sein de l'économie sociale, au sein de groupes de citoyens, parfois dont le rôle était parfois de se mobiliser contre un projet de développement économique, et aussi d'acteurs dans le gouvernement. Donc, on pense aux gens qui travaillent dans les centres de santé, qu'on pense aux gens qui travaillent dans nos écoles et autres, un petit peu partout. Il y a des citoyens qui s'engagent de toutes sortes de façons et qui essaient de changer les choses. Puis, bon, dans les réponses qui sont beaucoup ressorties en termes de freins, puis on s'y attendait, l'enjeu économique est beaucoup ressorti, hein, que ce soit en termes de choix individuels pour poser des gestes de consommation responsables, que ce soit pour des entreprises qui devaient changer leurs pratiques. Mais quand on grattait un petit peu dans l'histoire de tout un chacun, ce qui a été fascinant de voir, c'est à quel point ce qui était le principal accélérateur, en fait, relevait beaucoup plus du cœur. En fait, c'était lié à des relations sociales, à une envie de prendre part à quelque chose de plus grand que soi, de faire partie des solutions. Plusieurs le faisaient, même des personnes plus âgées à qui j'ai parlé, en réflexion par rapport à ce qu'ils allaient laisser à leurs enfants ou petits-enfants.
D'autres, c'est comme si c'était naturel. Déjà, enfants, ils avaient eu une connexion avec la nature parce qu'ils faisaient beaucoup de camping, beaucoup de plein air, puis ils avaient vraiment un attachement presque amoureux et ils avaient envie, ils ne voulaient pas laisser des écosystèmes qu'ils aimaient être détruits. Donc, il y a toute une dimension finalement qui est d'ordre psychosociale et affective qui est vraiment centrale. Puis souvent, quand on essaie de mobiliser, on travaille au changement de comportement, on s'adresse beaucoup à la tête. On a beaucoup de chiffres, de données. Puis c'est vrai, toutes les données scientifiques sont là pour nous pousser à l'action, à des transformations très importantes. Mais malheureusement, souvent on a du mal à passer de la parole aux actes, même si on le sait qu'il faudrait. Et ça prend un déclencheur au niveau émotionnel pour souvent que nos bonnes intentions se traduisent en action. Puis des fois, bon, c'est ce que j'ai documenté, il y a beaucoup si on veut, des sentiments positifs liés à l'amour, mais parfois aussi, c'est des crises. C'est parce que il y a une maladie, par exemple. Hein, tout d'un coup, un cancer qu'on associe à l'exposition à des produits chimiques ou à tel type de comportement ou tel environnement qui fait en sorte que les gens se mobilisent et disent ben non, là, je vais changer des choses, là, ça peut pas continuer. Donc, ce que ça fait dire, c'est qu'il faut travailler à la fois sur la tête, l'information, la science, les données pour bien comprendre, et il faut travailler aussi sur les dimensions affectives et les liens sociaux qui vont faire en sorte qu'on va avoir le goût de travailler ensemble et qu'on va prendre plaisir à faire partie des solutions plus que des problèmes. C'est justement l'amour, la passion qui peut surmonter la peur, l'inquiétude. Oui, puis la peur, c'en est un frein important aussi. Puis la peur de manquer d'argent, ça c'en est un aussi pour certains. Puis tout n'est pas rationnel dans l'analyse qui est faite, qui font qu'on pose tel geste ou tel autre. Puis un exemple d'irrationalité, par exemple, individuelle et collective, c'est la place de l'automobile dans nos vies et dans nos villes. Hein. Si on regarde ça juste objectivement, une voiture, c'est stationné 95% du temps. 95% du temps, ça occupe un espace en ville qui pourrait être utilisé, ou à la campagne, hein, qui pourrait être utilisé pour autre chose. En termes économiques aussi, pour beaucoup de ménages, la dépense pour la voiture est équivalente à peu près à ce qu'on dépense sur le plan alimentaire. Et alors que quand on veut économiser, souvent où est-ce qu'on coupe, ça va être sur la nourriture qui affecte directement notre santé, alors que la voiture, c'est souvent un frais qui est fixe. Donc, si on réfléchissait à comment, par exemple, mettre un peu plus de nos ressources ensemble pour se payer des excellents systèmes de transport en commun ou de transport collectif, puis on peut penser aussi à pas juste aux gros autobus ou au métro, on peut penser à des taxis à plusieurs, on peut penser à des petits véhicules, des minibus, comme ça se fait dans plusieurs villes du monde, qui sont beaucoup plus agiles pour se déplacer, puis qui coûtent moins cher. Donc, ça coûte cher, un autobus dans lequel il y a juste 5-6 personnes, c'est pas rentable, puis c'est une empreinte écologique aussi. Donc, il faut réfléchir autrement et en revenir à la notion de besoin, hein, parce qu'on souvent on entend les gens dire « j'ai besoin d'une auto ». Mais en fait, le besoin, c'est pas tant d'une auto que c'est un besoin de mobilité, un besoin d'être capable de se déplacer du point A au point B. Donc, comment est-ce qu'on peut répondre à ce besoin-là? Et de liberté. Oui, aussi, d'une manière plus écologique et plus économique et plus socialement responsable aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients aux voitures en termes de bruit, de santé publique et autres. Fait que finalement, ça invite à penser dans une plus grande complexité, mais penser les enjeux en partant de ce qu'est les véritables besoins. Parce qu'on a construit tout un échafaudage de soi-disant besoins, mais qui, dans le fond, sont souvent tellement loin du vrai besoin qu'ont les gens que ça a plein d'autres impacts, puis c'est beaucoup moins efficace
que ça pourrait l'être ultimement. Fait que ça implique de repenser nos vies, nos villes, nos campagnes, notre relation, nos J'allais relations dire, dans les uns ta avec propre les autres vie, aussi. qu'est-ce que tu as changé? C'est quoi que tu as réalisé? As-tu des faux besoins que tu as Ah jetés oui, ben dehors? c'est sûr, moi aussi, il y a des choses que, un geste qu'on a posé récemment, même si on va régulièrement à la campagne, c'est celui de ne pas avoir de voiture. Donc, on habite à proximité de métro et d'autobus, donc ça c'est très pratique. Mon mari va travailler à pied, moi je me déplace beaucoup en vélo, les enfants à pied ou en transport en commun. Fait que, ce qu'on fait, c'est que quand on va à la campagne, à ce moment-là, on loue des voitures. On est aussi membre de communauto. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé d'un point de vue transport. D'un point de vue alimentation, mais ça fait longtemps que les choix sont faits à essayer d'acheter des produits qui sont les moins emballés possibles, les plus locaux possibles, les plus bio possibles aussi, les plus équitables possibles, réduire notre consommation de viande. Bon, à ce niveau-là, par contre, j'ai un mari qui chasse, donc on mange de la viande. À l'occasion, on en mange en la respectant énormément. Quand on en mange, c'est une fête. Moi, j'ai été végétarienne pendant longtemps, puis à cet égard-là, j'ai changé un peu de l'autre côté, mais je pense que ça prend une certaine, dans mon cas, ça m'a pris une certaine souplesse à ce Est-ce niveau-là. que ça t'a pris un peu de spiritualité amérindienne pour accepter de manger un animal, chassé en particulier? Oui, ben peut-être, mais moi, je chasse pas, mais je suis capable de comprendre le plaisir et le bien-être ressenti à être dans la nature, ce qui est la principale activité des gens qui chassent, mais je dois vous dire que c'est sûr que ça me fait un pincement au cœur. Ceci dit, je pense que c'est des animaux qui ont une plus belle vie que dans la majorité des élevages de loin. Bon, il y a des élevages bio aussi où le bien-être des animaux est central. Puis je mange à l'occasion aussi un peu de viande bio. Mais je crois beaucoup à la diversité, si on veut, la diversité des approches. Puis je pense que il faut avoir tout un spectre d'actions. Ça prend des actions qui sont des comportements qui sont plus radicaux. On peut faire le choix d'habiter dans une toute petite maison très écologique, pas avoir de voiture, être vegan. Ça, c'est la situation idéale pour avoir la plus petite empreinte écologique possible. Puis ça fait une différence. Puis on a besoin tout le long du spectre pour amener les gens à changer, à voir des gens qui le font de différentes manières. Puis je pense qu'il ne faut pas que ce soit une doctrine où du jour au lendemain, tout le monde est obligé de faire pareil. Puis, mais je pense que il faut que ça vienne progressivement et surtout dans le plaisir. Parce que sinon, ça ne marchera juste pas. Si on est juste quelques extrémistes à être vraiment très, très radicaux dans nos pratiques, pour bien des gens, ça semble trop extrême. Puis on le voit, les tensions, hein, souvent sur la question des voitures, sur la question de la viande. C'est émotif. Oui, ça va chercher quelque chose à l'intérieur des gens qui est pas évident à gérer. Puis ultimement, on est des humains en relation. Comment est-ce qu'on peut cohabiter en ayant la plus petite empreinte écologique possible et dans la plus grande paix possible aussi pour être heureux, parce qu'ultimement, on souhaite tous le bonheur. Et moi, je suis convaincue que des sociétés qui ont une plus petite empreinte écologique, qui partagent davantage, qui sont plus dehors, parce que dehors, il y a plus d'arbres, parce que c'est plus agréable de marcher parce qu'il y a moins de voitures, par exemple, mais il y a aussi plus de bonheur ressenti. Fait qu'on peut regarder des villes ou des pays où ça se fait. Les indicateurs de santé, par exemple, sont clairement supérieurs. Puis un des facteurs du bonheur, c'est notamment la santé y contribue. Les liens sociaux aussi. L'engagement citoyen contribue au bonheur aussi. Ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas suffisamment. Dis-moi, si je te demandais, les Québécois, en quoi est-ce qu'ils te déçoivent et en quoi es-tu fier des Québécois? Grosse question, mais
Moi, je suis très fière d'être québécoise. Je trouve qu'on est dans une société ouverte et où il y a très peu de degrés de séparation entre nous tous, ce qui nous donne le potentiel de changer les choses assez rapidement à partir du moment où on a décidé de le faire. C'est pas pour rien que la Révolution tranquille elle a eu lieu au Québec. Un des enjeux, c'est justement ça, c'est qu'on se connaît tous un peu, puis à partir du moment où une bonne idée fait sa place, on peut vraiment faire en sorte qu'elle prenne, qu'elle prenne de l'expansion. Donc, On a la taille de la population suédoise, hein, puis le climat aussi. absolument. En fait, on a beaucoup de similarités avec plusieurs pays nordiques qu'on admire pour le faible niveau d'inégalité sociale et pour la petite empreinte écologique. C'est des pays qui ont des politiques publiques qui sont très progressistes et on pourrait s'en inspirer encore plus. Nous, c'est sûr qu'on a la pression des États-Unis puis du reste du Canada. On est très américains. Oui, absolument. Mais on a aussi, je pense, et puis notre histoire nous le montre, on a aussi une grande influence européenne, peut-être plus qu'aux États-Unis. Puis à quel niveau est-ce que tu aimerais qu'on bouge un peu plus? Ben moi, j'aimerais qu'on s'engage de manière beaucoup plus audacieuse dans la transition écologique et sociale de notre économie. Puis ça implique des politiques publiques qui sont différentes. Ça implique des mécanismes qui internalisent les coûts environnementaux et sociaux, par exemple. Donc, il faut que les gestes qui soient le plus polluants soient ceux qui coûtent le plus ultimement. Donc, il faut, oui, taxer davantage les grosses voitures polluantes, puis utiliser cet argent-là pour financer le transport en commun, par exemple, ou l'électrification des politiques qui permettent une plus juste répartition des richesses. Il faut abolir les paradis fiscaux. Il faut créer une cohésion sociale. Faut que les gens aient le goût de faire partie de tout ça. Il faut que les gens, à la limite, aient le goût, comme c'est beaucoup plus présent en Europe du Nord, de payer des impôts parce qu'ils savent que ça va être bien utilisé, que ça va servir au bien commun, que ça va permettre des meilleures écoles, un meilleur système de santé, tout un environnement qui va leur être bénéfique aussi. Donc, cette dynamique-là, il faut la créer ensemble. Et ça, c'est ensemble le mot qui compte. Ça ne peut pas être juste quelques personnes à gauche, à droite. Il faut créer un mouvement et passer de la parole aux actes. Puis il y a déjà des choses intéressantes qui se font. Même, on prend juste l'exemple de Montréal. On a mis au pouvoir Projet Montréal qui, il y a quelques années, était présenté comme un parti qui était complètement radical et autre. Mais je veux dire, on prend l'exemple de Luc Ferrandez qui était critiqué à tort et à travers, mais qui s'est fait réélire année après année. Pourquoi? Parce que les mesures qu'il prenait amélioraient la qualité de vie des gens du quartier où il habite. Et c'est au service de ces gens-là qu'il a bien fait son travail. Puis maintenant, on voit beaucoup d'initiatives prises en termes de verdissement, rachat d'espaces verts. Il y a des décisions qui sont courageuses, qui ont été prises récemment à Montréal. Et il faut qu'on fasse ça à l'échelle du Québec. Et c'est pour notre mieux-être à tous. En fouillant dans les archives du Devoir, j'ai vu une entrevue où tu disais « Oui, un jour, c'est sûr, je vais faire la politique » et tu voulais le faire pour le parti de ton amie Françoise David. Oui, Françoise qui est plus à Québec solidaire maintenant. Mais l'idée de faire la politique m'interpelle encore parce que je pense qu'il y a des choses à changer sur le plan systémique, puis pour ça, ça prend des politiques publiques qui sont différentes. Ceci dit, je ne m'engagerais pas toute seule. Si je me lançais en politique, il faudrait qu'on soit plusieurs à partager la même vision du monde, la même envie de changer les choses en faveur du bien commun, puis dans l'intérêt des générations qui s'en viennent. C'est sûr que ça implique beaucoup sur le plan organisationnel aussi et familial. Puis je dirais que c'est la raison pour laquelle
je ne l'ai pas encore fait. J'ai une petite puce qui a des besoins particuliers, qui a besoin de moi, donc jusqu'à ce qu'elle soit adulte, puis que j'ai vraiment réussi à mettre en place un écosystème, si on veut, où je vais sentir que elle va être bien, même si je m'absente, parce que selon la fonction qu'on a, ça peut représenter quand même beaucoup d'absentéisme. Donc, il y a ça d'une part. Puis, d'autre part, une chose que je voulais faire, mais que j'ai faite, c'était d'approfondir ce dont le Québec a besoin pour faire la transition. Puis ça, je l'ai fait en faisant ma thèse de doctorat, où là, j'ai vraiment pu me promener, m'imprégner de la réalité des gens en Gaspésie, comme en Abitibi, Témiscamingue, à Montréal, à Québec. J'ai rencontré beaucoup de gens. Puis ça m'a vraiment permis de mieux comprendre ce qui pourrait être fait pour changer le cours de l'histoire, puis lui faire prendre le tournant qui est nécessaire pour faire face aux défis climatiques, aux défis des inégalités, à la perte de biodiversité, à la contamination chimique, etc. Combien de gens ont répondu à ton sondage? Et puis, c'est quoi les grandes leçons? Qu'est-ce qui t'enthousiasme dans leurs réponses? Il y a plusieurs milliers de personnes qui ont répondu si on combine les réponses d'individus et les réponses de représentants d'organisations divers. Donc ça me donne vraiment une bonne image générale. Moi, ça, c'était un questionnaire, donc ça, dans le questionnaire, c'est une chose, mais j'ai aussi réalisé plus d'une centaine d'entrevues à différents niveaux de profondeur qui m'ont permis de vraiment mieux comprendre qu'est-ce qui se passe dans les organisations. Tu as vraiment sondé la société en profondeur comme peu de gens dans le domaine public. Oui, ben ça a été une grande opportunité. Mais un doctorat, c'est ça, hein, on doit approfondir, même si mon sujet était assez large, parce que c'est l'émergence d'une économie écologique et sociale. Ces rencontres-là ont été très bénéfiques, puis on compare beaucoup la réalité des régions puis de Montréal, puis c'est vrai qu'il y a beaucoup de différences dans les structures, les services et tout ça, mais fondamentalement, dans ce qui anime les gens, c'est très similaire. Qu'est-ce que tu vois changer au cours des 5-10 prochaines années, justement? C'est quoi les tendances qui dorment, là, qui sont en train de s'éveiller? Oh, il y a toutes sortes de phénomènes. Bon, sur le plan politique, je pense qu'on assiste à une certaine polarisation, c'est-à-dire que on dirait que ça s'en va vers deux extrêmes, puis on le voit pas juste au Québec, au niveau international, avec l'élection de Trump, par exemple. Puis, bon, ici, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer encore aux prochaines élections, mais on sent des tendances, des courants qui sont vraiment diamétralement opposés. Si on regarde la CAQ ou Québec solidaire, par exemple, qui sont deux partis qui ont pris beaucoup d'ampleur ces derniers temps. Sur le plan aussi plus transformation économique, l'intelligence artificielle, je pense que dans les prochaines années, va beaucoup transformer nos vies. Je pense qu'elle a le potentiel d'amener du positif. Je pense notamment sur la question de la mobilité, des déplacements. Hein. L'intelligence artificielle pourrait servir à réduire le nombre de voitures sur la route, par exemple, à favoriser une meilleure utilisation du transport en commun et autres. Ça, c'est non négligeable, mais elle représente aussi certains risques parce que c'est la prolifération d'engins aussi électroniques et autres avec l'empreinte écologique que ça a, puis tous les inconnus sur le plan de la santé humaine quand même. OK. Oui, c'est un sujet. Moi, je lis à tous les jours. Évidemment, je suis en contact avec un réseau international de gens qui traitent de l'impact des champs électromagnétiques sur la santé publique. Les micro-ondes vont être classés probablement cancérogènes très bientôt, parce qu'ils ont découvert que les rats ont les mêmes cancers que les humains qui abusent des technologies sans fil. Est-ce qu'il y a des forums? Moi, des fois, je trouve qu'il y a une omerta au Québec de ce côté-là. On n'en parle pas. Pour les champs électromagnétiques dans ta vie, est-ce que tu as fait des choses au niveau des compteurs intelligents, par exemple?
Ben, moi, j'ai fait remplacer mon compteur pour que ce soit pas un compteur intelligent, justement. J'ai fait ça quand j'étais à Fredericksburg, puis je l'ai refait à Montréal. En plus, il est dans la maison. Pourquoi tu l'as changé? Par principe de précaution, parce que même si le monde scientifique n'est pas unanime, d'ailleurs ça prend beaucoup de temps, on le sait, hein, avant que le monde scientifique soit unanime sur une question, on l'a vu avec le cas de l'amiante, on l'a vu avec la cigarette, puis surtout quand il y a des gros enjeux économiques, puis c'est le cas, même dans nos vies en général. Moi, si on me disait que là, je ne pouvais plus utiliser le Wi-Fi, je ne pouvais plus utiliser mon cellulaire, je ne pouvais plus avoir accès à Internet, je serais honnêtement très embêtée parce que je trouve ça extrêmement utile d'avoir ces outils-là. J'en suis devenue dépendante, mais en même temps, je suis consciente qu'ils peuvent présenter un risque. Fait que c'est comme, j'ai l'impression que justement parce qu'on trouve beaucoup d'avantages à ces technologies-là, ça fait en sorte que jusqu'à un certain point, on se met la tête dans le sable. Oui, c'est le 24/7, comme on dit, le problème quand on est constamment en mode sans fil. Ce que les médecins, les biologistes voient, c'est le risque de ne pas avoir de repos la nuit pour la mélatonine, entre autres, justement. Oui, puis je veux dire, en ville, il y a des Wi-Fi partout, donc même si moi je débranche le mien, je suis collée sur plein de systèmes partout autour. Là. Et parle-moi un peu de... On t'a glissé un mot tantôt sur ta fille, Elle fait les étoiles. Certains ont vu le film. Aujourd'hui, elle a 14 ans. Oui. Et tu as des projets d'avenir pour elle et ta famille? Oui, bien, c'est sûr que pour les personnes qui ont des besoins particuliers, à partir du moment où ils sont adultes, surtout à partir de 21 ans, c'est pas super stimulant comme possibilités qui sont offertes. Puis de ce que j'ai entendu, j'ai pas encore vécu, mais ce que j'ai entendu, c'est une bataille pour beaucoup de parents, puis c'est plutôt complexe. Alors que ces gens-là, ils ont encore besoin d'être stimulés, ils gagnent encore à être occupés d'une manière autre que d'être postés devant un film toute la journée. Donc, ce que j'ai envie de faire, c'est de... Peut-être juste expliquer, elle a des limites au niveau neurologique. Oui, donc ma fille est atteinte du syndrome Smith-Lemli-Opitz, qui est une maladie orpheline rare qui occasionne des retards de développement et des retards au niveau intellectuel aussi. Donc, je ne m'attends pas à ce qu'elle puisse être complètement autonome un jour, puis je suis consciente en même temps que selon le pronostic, elle risque de vivre un âge normal. Et moi, évidemment, je risque de mourir avant elle. Donc, il y a tout ce questionnement-là quand on est parent d'enfants qui ont des besoins particuliers. Qu'est-ce qui va arriver quand je ne serai plus là? Puis même, tout d'un coup, je pourrais ne plus être là. Qu'est-ce qui va se passer dans un système où il y a quand même une tendance à se désolidariser, hein, quand on voit les propositions de certains partis ou ce qui a été fait au cours des dernières années en termes de coupures pour les enfants qui ont des besoins particuliers. Donc, une certaine insécurité, je dirais. Et encore là, je me suis dit, je vais transformer cette insécurité-là en quelque chose de positif. Puis, je vais construire une initiative qui non seulement va être bénéfique pour Alfie, mais qui va pouvoir profiter à d'autres personnes comme elle qui ont un fonctionnement neurologique différent. Donc, l'idée, ça serait de créer un lieu où on célébrerait la diversité neurologique, la diversité des écosystèmes naturels et la diversité des écosystèmes agricoles aussi. Donc, ça serait un projet d'économie sociale où il y aurait des gens qui travailleraient à la mesure de leur capacité à prendre soin d'animaux. Il y aurait de la zoothérapie notamment, jardiner, s'impliquer dans des projets de transformation alimentaire, possiblement de la sériculture, l'aménagement de sentiers, des choses comme ça. Donc, il y aurait un mélange de gens qui ont des besoins particuliers. Là, ça pourrait être déficience intellectuelle, autisme, même des enjeux plus liés à la bipolarité. Donc, on peut avoir des moments dans notre vie où
on se sent pas bien dans notre tête et dans notre cœur aussi pour des raisons X, Y, Z, puis où ça nous ferait du bien d'être entouré de gens bienveillants et dans un écosystème naturel. D'ailleurs, on parle de plus en plus d'écothérapie. Au Japon, c'est très développé. Donc, on sait que le simple fait d'être dans des écosystèmes naturels, de ne pas être exposé à du bruit, de la lumière constante et tout ça, sont bénéfiques pour la santé. Donc, créer un lieu où il y aurait tout ça. Donc ça, c'est le projet qui s'en vient. On a déjà trouvé le terrain qui est à Fredericksburg. On a pour l'instant 150 acres. Une partie qui est une forêt biodiversifiée qu'on mettrait sous conservation avec la fiducie foncière du Mont-Pinacle. Et une autre partie du terrain, il y a une partie qui est en monoculture de pin rouge. On utiliserait les arbres le plus possible pour les constructions à faire. Et une partie en champ aussi pour faire de l'agriculture bio, de la permaculture. Donc, on voudrait que ce lieu-là soit un lieu exemplaire en termes de pratique, que ce soit sur le plan alimentaire, donc le plus bio, local, autoproduit possible. Bernard Alonso est votre voisin? Oui, d'ailleurs, il veut s'impliquer dans le projet. Il y a aussi sur le plan du bâtiment. Donc, là, on aimerait vraiment faire des bâtiments, si on réussit à les faire même autonomes d'un point de vue énergétique, ça serait intéressant. Puis, il y a quand même du bois autour. On pourrait penser à des foyers de masse, par exemple, le bois qui est une ressource renouvelable. Donc, on est encore au stade d'idéation. Je suis en train de réfléchir à un petit comité parce qu'on veut créer une OBNL, donc ça serait un projet sans but lucratif, évidemment. Et voilà, fait que ça va être, quand j'aurai terminé mon livre puis que je l'aurai bien partagé autour, mais je vais vraiment me consacrer à ce prochain projet-là. Puis je fais ça aussi dans une perspective, je suis toujours chercheur à l'UQAM, je m'intéresse beaucoup à l'innovation sociale, donc il y aurait la possibilité dans ce lieu aussi que ce soit un lieu d'apprentissage et que ce soit un peu un laboratoire vivant. Est-ce que c'est pluridisciplinaire, ce que vous faites à l'UQAM? Oui, moi je suis beaucoup dans l'interdisciplinaire. Je l'ai été tout au cours de mes études, parce que je crois beaucoup que c'est en mélangeant en faisant appel à différents courants de connaissances qu'on peut avoir une compréhension beaucoup plus complète de la complexité des enjeux et qu'on peut trouver aussi des réponses à ça. Il y a Yang Chen qui disait on ne peut pas résoudre les problèmes avec le même niveau de pensée que ce qui les a générés. Puis au cours des dernières décennies, on a été beaucoup dans la pensée en silo. Donc les ingénieurs chimiques sont d'un côté, les sociologues d'un autre, les urbanistes d'un autre et tout ça, alors que... Chacun a raison. Oui, tout le monde a raison, mais comment est-ce qu'on peut mettre nos vérités en commun pour en arriver à une plus grande vérité que la somme de ces vérités-là? Parce que dans la société, la réalité, elle est pas juste présente dans une unité bien précise. C'est quelque chose qu'on voit dans quelques universités au Québec, en Concordia, Sherbrooke, l'UQAM, semble se démarquer là-dedans. De plus en plus, en fait, je dirigeais jusqu'à la qui est le Centre de recherche interdisciplinaire en opérationnalisation du développement durable. Et c'est exactement ce qu'on faisait, mettre ensemble des gens et des sciences sociales et des sciences plus dures d'ingénierie autour d'enjeux concrets en opérationnalisation du développement durable. Donc, c'est de voir comment est-ce qu'on peut mettre le monde de la recherche au service de transformation concrète dans toutes sortes de domaines, dans le secteur de la finance comme de l'urbanisme, il y a des choses à faire. Il n'y a pas une solution qui va tout changer. C'est un ensemble de mesures un peu partout qui vont faire en sorte qu'à un moment donné, on va arriver à un certain point de bascule. Puis à l'école, à l'UQAM, qu'est-ce qui te passionne en ce moment? Ben, là, en ce moment, je travaille sur mon livre principalement, donc je suis pas... J'enseigne pas, mais ce qui me passionne, c'est la transition. Je suis impliquée avec la Chaire sur la transition
René Audet. Je suis aussi chercheur au Symbiose, qui est un centre de recherche interdisciplinaire en santé environnementale. Avec Louise Vandelac, entre autres. Notamment, donc la question des pesticides m'interpelle aussi beaucoup, mais aussi tout le rôle des inégalités sociales. Le premier déterminant social de la santé, il est économique. Donc, on doit travailler sur la question des inégalités aussi et de la lutte contre la pauvreté si on veut être collectivement plus en santé. Ça, le Québec, ça n'enrichit pas, hein? Mais en fait, faut faire attention parce que globalement, si on regarde les indicateurs, on a fait beaucoup de gains. Hein? On se présente toujours, on est en crise, en crise. C'est vrai que sur le plan environnemental, surtout, et sur le plan des inégalités, les indicateurs sont dans le rouge. Par contre, sur beaucoup de plans, on a amélioré nos conditions de vie. Est-ce que vous voudriez retourner en 1940, ou même en 1960, ou même en 1980? Pas moi. Je suis très heureuse de vivre à notre époque, notamment sur le plan des droits sociaux, sur le plan de la liberté d'expression, sur toutes sortes de plans, même nos villes, quand on regarde comment nos villes sont plus vertes qu'elles l'étaient. C'est que c'est pas juste le PIB qu'il faut comparer avec les autres provinces, parce qu'on dit que le Québec s'appauvrit à ce niveau-là. Oui, le salaire. Oui, c'est ça, mais en même temps, si on regarde le niveau de vie, la qualité de vie, au Québec, on est un lieu tout à fait enviable. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'il y a autant de gens qui veulent venir s'installer ici, c'est parce qu'on est bien, puis il y a plein d'avantages sociaux aussi, notamment le faible coût de l'éducation, les CPE, le climat social est très positif. On est dans une province qui est très créative. Fait que je pense qu'on a tous les outils nécessaires pour se prendre en main puis mener à bien cette transition-là, puis ultimement tous vivre mieux. Mm-hmm. Parle-moi un peu de l'implication des groupes environnementaux dans la campagne électorale, ta réaction à la mise en demeure du directeur général des élections. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est juste incompréhensible parce qu'il y a une panoplie de groupes, que ce soit environnementaux, que ce soit pour les aînés, que ce soit les chambres de commerce, que ce soit toutes sortes qui ont recours à des questionnaires qui ensuite diffusent. Même des fois, ils vont faire des conférences, ils vont demander à des candidats de venir présenter. Puis parfois, ils n'ont même pas tous les candidats. Des fois, c'est juste deux candidats qui sont là. Est-ce que ça, c'est une dépense électorale dissimulée? À ce moment-là, je pense qu'il faudrait tous arrêter de se taire parce qu'on contribue tous par notre parole, que ce soit en tant que, à travers des organisations ou comme individus, à pousser vers un candidat ou un autre, moindrement qu'on parle de nos valeurs puis de la société qu'on souhaite. Fait que c'est pas... c'est un peu incompréhensible ce geste-là. Et d'ailleurs, ça a suscité beaucoup de soutien de la part de nombreuses organisations qui sont venues appuyer Équiterre là-dedans à dire mais qu'est-ce que c'est que... Dont les médias, les groupes environnementaux font notre travail. Oui, donc finalement, ça a fait de la bonne pub pour Équiterre. Oui. Puis en même temps, on voit, comme tu disais, que le vote semble très polarisé en ce moment. Mais est-ce qu'on est en train de voir un petit virage marxiste au Québec? Non, vraiment pas. Non, faut lire Marx pour voir qu'on n'est pas dans cette situation-là du tout. Nuance-moi le programme de Québec solidaire. En tant que sociologue, comment tu vois ce mouvement-là? Ben, je me réjouis de voir le bien commun être une préoccupation pour un plus grand nombre de citoyens et citoyennes. Que ce soit pas juste l'environnement, évidemment, quand on parle de bien commun, on parle nécessairement d'environnement. C'est sûr qu'il y a encore beaucoup de gens qui disent que la première chose qu'ils veulent, c'est baisser les impôts. Puis, ceci dit, dans le programme de Québec solidaire, pour 70% des citoyens, ça serait effectivement une baisse d'impôts ou rien de changer. C'est vraiment pour ceux qui sont plus en moyen qu'il y aura davantage d'impôts et je suis tout à fait en faveur de ça. Je suis moi-même dans la tranche qui aura à payer plus d'impôts et si mon argent peut servir davantage à ce qu'on améliore la qualité de notre environnement et puis
qu'on ait des politiques sociales qui vont permettre à plus de gens de mieux vivre? Oui, je veux dire, quelques milliers de dollars pour ma famille versus quelques milliers de dollars multipliés qui deviennent des centaines de milliers de dollars et des millions, ben je crois beaucoup plus à la force de ces millions-là pour changer les choses que ce que moi je peux faire, même si je donne l'argent des groupes environnementaux et autres. Je pense qu'on a besoin d'avoir une vision commune. Par contre, je ne voudrais pas payer plus d'impôts si ça sert à des dépenses militaires ou si ça sert à acheter un pipeline au Canada anglais, par exemple. J'ai pas du tout envie de payer pour ces choses-là. Donc, tout dépend de ce qu'on va faire avec. Et en terminant, comment est-ce que tu vois la place du Québec dans le monde? On est fort pour s'autoflageller, pour se critiquer entre nous, mais est-ce qu'on peut se féliciter aussi? Est-ce qu'on est admiré dans le monde? Oui, ben, d'ailleurs, ça a été très intéressant de faire mon doctorat en Suisse. Hein, parce que j'ai vécu 2 ans là-bas, puis même si mon terrain de recherche était le Québec, j'ai passé 2 ans à l'Institut des hautes études internationales et du développement à Genève. Donc, ça m'a forcé à avoir un regard un peu extérieur sur le Québec. Et le Québec est admiré à plein d'égards, notamment sur le plan de l'ouverture culturelle, des politiques d'immigration, de la paix sociale, de l'économie sociale aussi. Hein. On cite nos CPE en exemple, on parle du mouvement des jardins, on parle de l'investissement responsable, de toutes sortes d'initiatives et de mesures qui sont très fortes ici, puis j'en suis très fière. Mais sur ce, ma chère, merci beaucoup de cet entretien très intéressant. Ben, merci à toi, puis bon 25e à la Maison du 21e siècle. Merci beaucoup.